Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. L'année scolaire 2019-2020 a connu des perturbations, notamment à cause des grèves à répétition des enseignants, aussi à cause de la crise sanitaire. L'année scolaire 2020-2021 est prévue pour le 25 janvier prochain après plusieurs reports, disons 2 reports. Maintenant, le débat d'aujourd'hui va s'atteler à quoi faut-il donc s'attendre. Pour en débattre, nous avons comme invité M. Modibo Galé-Cissé, ancien chercheur à l'université de Bamako, M. Daouda Sako, membre de l'association des parents d'élèves, M. Mamadou Maïga, membre du bureau sortant de l'AEM, et M. Mamassire Diakité, membre de l'association des écoles privées. Moi, je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, on va commencer cette émission par un premier tour de table. Vous, comment vous voyez cette année scolaire qui n'a pas encore commencé? Monsieur Sako, à vous. Bien, merci bien au studio Tamani pour nous donner l'occasion de parler de la problématique de la situation scolaire au Mali pour l'ouverture des classes de 2020-2021. Je crois que pour 2021, beaucoup de problèmes quand même ne devraient pas se poser parce que au niveau des syndicats, il y a eu quand même une entente entre la synergie et les pouvoirs de la transition. Et je crois que beaucoup de points de revendication ont été satisfaits. Donc à ce niveau, je peux penser qu'il y aura un peu plus d'accalmie. Alors pour le problème de la pandémie qui existe partout et puis au Mali, je crois que c'est une réalité. Cette réalité, est-ce qu'elle doit nous permettre de fermer encore l'école? Nous allons en venir. Nous allons en débattre et donner vraiment nos points de vue sur cette opportunité. Nous allons en venir. Monsieur Sako, Monsieur Cissé, excusez-moi, partagez-vous cet avis? Bon, bonsoir à tout le monde. Bon, je pense que, comme vient de le dire le professeur, si toutefois il y a l'accalmie du côté des syndicats, peut-être c'est de bon augure. Mais maintenant, la réalité peut être tout autre avec ce qui se passe avec le coronavirus. Voilà. Alors, Monsieur Maïga, comment vous voyez cette rentrée scolaire qui n'a pas encore commencé? D'accord, merci au studio Tamani pour ce débat, de recevoir des données. Moi, je pense que cette année, avec des reports déjà, à notre niveau, nous avons peur parce qu'il faut que l'État prenne des dispositions, encore jusqu'à présent, comme ils sont en train de le faire, afin que nous puissions aller à l'école. Parce que c'est l'école notre avenir. Alors, maintenant, je voudrais aussi saluer cette bonne nouvelle qui vient d'être dite par le doyen. Si les enseignants sont en voie déjà pour nous enseigner, moi, je pense que nous aussi, nous serons prêts à rentrer en classe et à suivre les cours. Parce que voilà, l'avenir aussi, c'est dans les études. D'accord. Monsieur Sako, que pensez-vous en tant que parent d'élèves de la décision du gouvernement de la fermeture des écoles? Bien, le gouvernement sûrement a ses raisons, mais moi aussi j'ai les miennes. Parce que je ne dispose pas encore de statistiques qui prouve qu'au niveau des écoles, il y a un taux d'infection élevé. Les statistiques qu'on nous communique sont, je dirais, des statistiques aveugles. On ne dit pas à quel niveau, à quelle structure réellement la pandémie sévit. Ce matin, j'ai vu à France 24, ils ont donné des statistiques fiables. Ils ont dit que le taux d'infection au niveau des élèves pendant les congés de Noël était de 10%. Et en pleine année scolaire, quand ils sont en classe, avec les mesures barrières en place, le taux d'infection n'atteint même pas 1%. Aussi bien au niveau des élèves qu'au niveau du personnel enseignant. Donc cela suppose que le milieu scolaire était mieux protégé que en dehors des classes.
Mais au Mali, je crois qu'on peut faire la même chose parce que il y a des dispositions qui ont été prises depuis l'avènement de la pandémie chez nous, où le gouvernement a pris des mesures fortes. Je me rappelle, il y avait le slogan « Un Malien, un masque ». Et le gouvernement, il me semble, avait même débloqué, je crois, près de 500 milliards de subventions pour venir à bout de cette pandémie en aide et en matériel. Donc, si les écoles sont équipées en matériel, en kit de lavage de mains, la distanciation est respectée, les badges, les masques sont portés et dans le milieu scolaire, je crois qu'on peut ouvrir les classes. Parce que la preuve a été donnée en France que ils sont plus infectés dehors qu'à l'intérieur de l'école. Ça veut dire qu'à l'école, on a pris des mesures sérieuses, des mesures qui peuvent limiter l'infection. Je crois qu'au Mali aussi, on peut faire. Il suffit justement de mettre les élèves, les enseignants et le personnel administratif dans des conditions de prévention de l'infection. Voilà. Monsieur Mama Siré Diakité, vous êtes membre de l'association des écoles privées du Mali. Que pensez-vous de la décision de fermeture des classes prévue par les autorités? Bon, merci madame. Je salue déjà, disons, les spécialistes qui sont, les invités qui sont avec vous au studio là-bas. Et mes salutations également aux auditeurs. Et je vous remercie pour m'avoir associé à ce débat. Maintenant, par rapport à votre question, qu'est-ce que nous pensons en tant qu'association, disons, qui s'occupe des écoles privées au Mali? Bon, vous savez, l'école est une affaire d'État. Les programmes, les rythmes, tout ça, ça appartient à l'État, un pouvoir irrégalien. Nous sommes en face d'une situation de maladie et aucun pays, en tout cas ma connaissance au monde, n'échappe à ça. Alors si le gouvernement dit qu'avec la situation sanitaire qui prévaut chez nous, il faille fermer les établissements, nous pouvons que prendre acte de ça. Seulement, ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait des accompagnements. Monsieur Modibo Gali Sissé, comment est-ce que vous appréciez la fermeture des classes, sachant bien que les marchés restent ouverts et les lieux de culte aussi sont ouverts? En plus de cela, les cérémonies sociales se font chaque jour. Il n'y a pas de mesures barrières ni de sanctions contre ceci. Madame, vous marchez déjà sur ma langue. Et comme disait tout de suite le professeur, un Malien, un masque. Donc c'est des pipeaux en réalité. Ces mêmes masques, on les retrouve dans les marchés avec des vendeurs ambulants. Donc c'est pas effectif. Et de l'autre côté, comme vous dites, comment est-ce que je le vois? Je pense que pour moi, il n'y a pas eu assez de concordance avec ce qui se passe au sommet de l'État même. D'ailleurs, je me rappelle bien les jours même, les premières heures du putsch, et le porte-parole de l'ex-junte disait que une pandémie dont la gestion même a mis en doute les populations. C'est-à-dire tellement c'est mal géré que les gens ont fini par douter de ce qui se passe. Et malheureusement, avec le renversement du pouvoir d'Ibeka et l'installation de cette même junte au pouvoir, les choses n'ont pas évolué. Et nous sommes dans une situation où on ne dit pas ce qu'on fait et on fait ce qu'on ne dit pas. En ce sens que si on ferme les écoles, et on oublie les chefs de famille qui sont ces enseignants des écoles privées. Comme je viens d'écouter monsieur le représentant des écoles privées, ces écoles privées, il ne faut pas oublier que c'est des enseignants qui n'ont pas de contrat, qui ne sont payés comme des ouvriers. C'est les heures effectuées qui sont payées, les heures dues. Donc s'ils n'enseignent pas dans ces classes, ils n'ont rien en retour. Et quand on ferme l'école, ces gens-là sont laissés pour compte. Et donc les mesures d'accompagnement doivent être là à partir du moment où l'État même ne parvient pas à s'assumer afin de fermer les lieux de culte, comme vous l'avez dit, et les marchés. Si on dit que le coronavirus fait plus de mal aux vieilles personnes, et je pense que les mosquées regorgent plus de vieilles personnes que les écoles. Monsieur Mamadou Maïga, vous êtes membre du bureau sortant de l'AEM. Comment vous appréciez la fermeture de ces classes-là? Merci encore une fois de plus, madame. Nous apprécions cela comme une forme de protection. C'est-à-dire,
On dit que la maladie se propage dans la rue. À l'école, certains disent cela. Si les mesures ne sont pas respectées, si les mesures édictées par l'autorité, les autorités sanitaires, je voudrais dire, ne sont pas respectées. Alors, si tu veux étudier, c'est parce que tu es en bonne santé. Alors, s'il y a une maladie qui nous guette déjà, s'il y a des mesures préventives pour étudier, moi je pense que l'État doit mettre à notre disposition d'abord des kits, comme l'a dit le doyen, notre tonton ici présent, des kits sanitaires afin que nous puissions étudier. Et voilà, nous pensons que si le gouvernement ferme les écoles, c'est pour mieux se préparer. C'est comme ça que nous avons compris. C'est pour mieux se préparer en nous donnant des choses qu'il faut pour aller en classe. D'accord. Monsieur Daouda Sako, beaucoup se plaignent de la passivité des associations des parents d'élèves face à la situation de la crise scolaire au Mali, notamment les grèves et la fermeture des classes. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette situation? Je dirais d'abord que tout le monde est parent d'élèves. Bien sûr, nous constituons la fédération, mais nous avons un pouvoir extrêmement limité. Nous sommes conseillers auprès du ministère de l'Éducation nationale quand on nous consulte, mais quand il y a des problèmes, nous rencontrons les syndicats. Nous avons rencontré les syndicats à plusieurs reprises pour échanger et voir quelles sont les conditions qu'on peut vraiment retenir pour la reprise effective des classes. Et nous sommes aussi conciliateurs quand il y a des problèmes au niveau du supérieur entre les professeurs et leur administration. Par exemple, à l'UIG, par exemple, nous sommes très, très fréquents là-bas, et dans les autres facultés. Bien sûr, les associations des parents d'élèves existent partout. Au niveau des écoles, il y a des associations. Partout où il y a une école, normalement, il doit y avoir une association de parents d'élèves. Nous constituons la fédération, mais il n'y a pas eu de problème auquel on ne s'est pas intéressé. Nous avons rencontré il n'y a pas longtemps l'association des écoles agréées, des écoles privées agréées du Mali, pour parler de leurs problèmes, échanger avec ces promoteurs d'écoles privées. Nous avons rencontré beaucoup de fois les syndicats et soi-même les étudiants pour trouver des solutions aux problèmes de l'école. Peut-être on ne fait pas trop de publicité parce que nous sommes apolitiques. On ne marche pas parce qu'on est apolitique. On ne prend pas la rue pour dire ce que nous avons fait. Mais non. Mais ce n'est pas que nous dormons. Nous ne dormons pas. Monsieur Mamassire Djakité, pensez-vous que les parents d'élèves ont pleinement joué leur rôle dans la gestion de cette crise? Bon, merci bien. Je salue déjà l'intervention du doyen Sako, qui, il ne faut pas l'oublier, peut-être il l'a dit, mais qui a été quand même inspecteur général, l'inspecteur général de l'éducation. Donc, c'est quelqu'un qui a des propos très, 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 très révélateurs. Cela dit, aujourd'hui, ce même doyen est maintenant dans la fédération des parents d'élèves. Et je sais que nous avons de très bons rapports avec eux. Ce n'est pas que c'est des rapports de bureau à bureau, non, c'est le terrain. Pas au-delà de sa personne, mais quand même, des membres du bureau nous consultent chaque fois qu'il y a, disons, des problèmes qui concernent l'enseignement privé. Il a dit, nous ne faisons pas de publicité, nous ne marchons pas, mais nous avons quand même en soumet nos actions à mener. Par exemple, lorsqu'il s'est agi de la fermeture des établissements scolaires à partir de la mi-mars, on n'a pas hésité à fermer. À la reprise du 2 juin, on avait quand même rencontré le ministre en son temps, à la veille, pour lui dire qu'effectivement on est prêt à reprendre, mais encore faudrait-il que l'État mette à la disposition des structures privées les moyens prévus pour les écoles publiques, parce qu'il s'agit avant tout des mêmes élèves, des élèves du même État. Malheureusement, cette aide-là a quand même été très très timide, parce qu'à la veille des examens, on a juste pulvérisé dans l'enceinte, pas totalement toutes les classes, mais les classes qui reçoivent les candidats aux différents examens. Bon, moi, je trouve qu'on aurait dû quand même saisir l'occasion pour carrément désinfecter l'ensemble de la cour. Voilà un exemple. Sinon, par rapport aux élèves, je crois qu'en réalité, il mouille les maillots. Il a dit, ils ne courent pas les rues, ils ne prennent pas les trompettes, mais quand même, ils jouent leur rôle. Ça, je le reconnais.
D'accord. L'AEM est aussi pointée du doigt concernant les violences qu'on voit souvent dans les écoles. On dit souvent que vous ne prenez pas en compte les droits et les engagements des élèves et des étudiants. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations portées par des observateurs, M. Maïga? Bon, en réalité, on ne va pas nier le fait. Bon, l'AEM, c'est une association. Une association est supposée, c'est des individus qui se mettent ensemble pour faire face à des fléaux. Donc, on ne peut pas être des étudiants s'il n'y a pas de représentants devant nous. Ça, c'est indéniable. Alors, donc maintenant, la gestion de l'AEM ou encore face passez-moi l'expression, c'est-à-dire face aux difficultés que nous rencontrons chaque jour. La violence dans le milieu scolaire, vraiment, ça a multiples dimensions, madame. Il y a des petits conflits politiques, il y a des conflits entre membres du bureau parce que nous n'avons pas les mêmes points de convergence. Il y a tout cet aspect. Alors, il y en a qui sont violents également parce qu'ils sont trop limités. Ils sont trop limités à travers leur capacité d'analyse. C'est ce qui engendre les petits conflits dans le milieu scolaire. Nous reconnaissons cela et je pense que nous sommes en train de faire des campagnes de sensibilisation dans ce sens. Tout ne peut pas être rose. Dans l'AEM, tout le monde n'est pas violent. Et ces violences-là aussi ne sont pas faites par le bureau national. Très généralement, il y a des bureaux locaux dans chaque faculté, dans chaque institut et chaque grande école. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire par rapport à cela. D'accord. Je vous rappelle que le thème du grand dialogue de ce soir est année scolaire 2020-2021. À quoi faut-il s'attendre? Au regard des accusations portées contre les autorités sur la fermeture de ces classes et la non-prise de mesures pour soutenir les écoles privées, Monsieur Massiré Diakité, que pensez-vous de ces actions portées par le gouvernement et qui n'a pris aucune mesure pour vous soutenir face à cette crise-là? Bon, c'est ça le paradoxe. Quelqu'un l'a dit. Alors, on va fermer les établissements, mais en même temps, on va laisser ouvrir et tolérer certaines manifestations à grand peuplement, mariage, etc. Bon, par rapport à l'action concrète que l'État malien devrait développer, ne serait-ce qu'au niveau des écoles, en général, et des écoles privées en particulier, c'est vrai qu'ils ont donné des masques au moment des examens. Alors maintenant, par rapport à la reprise qui était même programmée pour, dans un premier temps, début janvier, le document qui nous est parvenu nous a dit que bon, il va falloir que vous respectiez les mesures de distanciation, ensuite les gels, toute la panoplie, disons, de prévention. Et là, il y a un problème parce que les mesures, disons, les mesures barrières, à leur analyse, font ressortir le maximum d'effectifs dans nos classes. Alors, quelqu'un qui a 60 élèves dans la classe, il va falloir limiter ça à 25. Et ça va multiplier par 3 le encadrement. Et nous ne voyons rien venir du côté des pouvoirs publics en termes d'accompagnement dans la concrétisation de ces mesures. Et même la rentrée prochaine qui se présente probablement à partir du 25, là, nous ne voyons pas encore venir une quelconque annonce de mesures en direction des écoles privées. Alors, Monsieur Cissé, comment préparer maintenant les élèves à préparer la rentrée scolaire? Bon, maintenant, si vous permettez peut-être, si je pouvais parler de ce que M. Diakité vient de dire, c'est-à-dire les écoles, si on dit peut-être réduire le nombre, l'effectif dans les classes, et je pense que les écoles privées n'auront même pas le personnel qu'il faut. Elles n'auront pas ça, en ce sens qu'il n'y a pas assez de personnel parce que les écoles privées du Mali ne recrutent pas des contractuels payés en plein temps. Donc, ils ont des vacataires pour la plupart. Et de l'autre côté également, même si l'État décide de faire diminuer le nombre des effectifs, je pense que ça reviendra à la même chose, il n'y aura pas de suivi. Donc, ce serait juste des effets d'annonce. Maintenant, comme vous parlez tout de suite, vous demandez comment préparer les élèves. Bon, à mon avis, c'est... Comme disaient tout de suite les représentants de l'association des parents d'élèves, il faudra que les parents d'élèves soient vraiment mieux informés et que chacun s'assume. Maintenant, l'éducation, elle s'est
c'est fait d'abord à la maison et aussi à la télé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui peuvent être utilisés pour informer les uns et les autres sur les dangers qu'on court en ne respectant pas les mesures barrières. Donc il faut préparer les enfants, mais en même temps les partenaires sociaux et également les promoteurs d'écoles, parce que les écoles privées sont plus nombreuses de très loin que les écoles étatiques. Donc que tout le monde soit mobilisé et que les kits soient disponibles et accessibles à tous. Comment est-ce que les parents d'élèves comptent soutenir le gouvernement et les élèves à mieux affronter cette année scolaire, M. Sako? Bien, il faut que nous remplissions pleinement notre rôle de parents d'élèves auprès des enfants à la maison, les informer, les sensibiliser sur les mesures barrières. Mais ce que j'ai remarqué aussi pour 2019-2020, les mesures barrières n'avaient pas été pleinement exécutées dans beaucoup d'établissements. Comme le promoteur d'écoles privées l'a dit, mais les écoles privées ont été carrément oubliées. Et quand on sait que plus de 45% des élèves sont étatiques dans les écoles privées, donc ce sont des Maliens. Donc vraiment, on ne doit pas les oublier. Et même dans les écoles publiques, j'ai fait une visite dans un lycée public pendant l'année scolaire 2019-2020, à la reprise même des cours, parce qu'après une longue grève de 6 mois, à la reprise, j'ai fait quelques passages dans certains lycées, même si les élèves ont eu les masques, mais il manquait drastiquement des kits de lavage de mains. Si vous prenez par exemple le cas du lycée Asker, mais au lycée Asker, il n'y avait peut-être que 3 kits de lavage de mains pour combien d'élèves, pour combien de personnel enseignants. Donc l'État n'a pas joué son rôle. L'État dit, nous allons mettre les élèves, les enseignants, le personnel administratif dans les conditions pour la reprise. Mais en 2020, ce n'était pas cela. Moi, je souhaite quand même que s'il y a reprise cette fois-ci, que l'État joue pleinement son rôle. Mettre les élèves, les enseignants, le personnel administratif dans les conditions idoines pour pouvoir éviter l'infection et commencer les cours. Parce qu'on ne peut pas aussi fermer l'école indéfiniment. Et comme je le dis, je ne possède pas de statistiques. Parce que normalement, à la reprise, on aurait pu nous dire, il y a eu une reprise pendant 6 mois, bien pendant combien de temps. Nous avons fait des tests au niveau des structures scolaires et universitaires. Le taux d'infection est tel. On ne le sait pas. Et maintenant qu'il n'y a pas d'école, les enfants ils sont dans la rue, ils sont dans les marchés, il n'y a aucune protection. Je crois qu'ils sont beaucoup plus exposés maintenant. L'école doit être un cadre plus organisé, mieux structuré, plus surveillé. Et là, l'État doit jouer son rôle régalien, vraiment de préservation de la santé du personnel enseignant, des élèves et du personnel administratif pour que vraiment l'école puisse démarrer, puisse être dans les conditions idoines pour commencer les cours. Je crois que c'est ça. Nous pouvons accompagner l'État par la sensibilisation, par l'information au niveau de nos familles, au niveau de nos communautés, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de cela. C'est ça. Comme on l'a dit, mais rien ne prouve que les mesures sanitaires sont exécutées. Il y a les mariages, il y a les baptêmes, il y a les décès, il y a le marché. Alors, souvent même, on me dit, mais vous, quand vous faites par exemple le couvre-feu de 21h à 5h du matin, donc chez vous, c'est la période où il y a des contagions, quoi. Et là, maintenant, ça fait rire, parce que ça, c'est le moment où vraiment il y a très peu de gens dans la rue. Mais c'est le jour que c'est grave, parce que le jour, tout le monde est dehors, sans aucune protection. Et aussi, il y a ce problème. Combien de Maliens y croient? Beaucoup ne croient pas encore qu'il y a l'infection. Mais que faut-il faire alors? Il faut continuer à les sensibiliser, il faut continuer à les informer. Il ne faut pas se décourager. Monsieur Maïga, comptez-vous sur les parents pour que cette année scolaire soit une réussite? Nous comptons sur les parents dans la mesure où ils fassent beaucoup de sensibilisation, afin que cette année puisse être sauvée. Parce que l'année que nous venons d'achever tout de suite, vraiment, nous avons
avec les grèves des enseignants, de l'AIM, si vous voulez. Vraiment, ça n'a pas été une très belle année. Voilà. Donc, mais cette année, il faut que nous conjuguons les efforts. Les parents des rêves qu'ils jouent pleinement leur rôle et que l'AIM joue son rôle également, afin que cette année, que nous puissions l'entamer ensemble avec une force pour aller de l'avant. Monsieur Cissé, maintenant avec ces perturbations-là, comment est-ce que les élèves peuvent faire pour se concentrer sur les études? Quand ils viennent à l'école, ils sont dehors à cause de la maladie. Quand ils reviennent, c'est la grève des enseignants. Maintenant, comment est-ce que ces élèves-là doivent faire pour se concentrer sur les études? Oui, ça, vous posez une très bonne question ici. Et maintenant, vous dites, seulement vous n'avez pas parlé aussi de la grève de l'AM. Il y a aussi l'AM qui est là, donc, qui fait des grèves tout comme les enseignants, en plus des fermetures des établissements. Moi, je voudrais un peu sortir du cadre de Bamako, et pour avoir fait beaucoup de terrain pendant l'année 2020 dans plusieurs régions du Mali. Et c'est vraiment très compliqué de penser le retour de certains élèves à l'école. Parce que certains parents vous disent directement, après la fermeture des écoles, mon enfant est parti pour faire leur voyage. Ils sont partis, on a récupéré certains parce que c'était l'hivernage. Imaginez dans la région de Sikasso où la pluie commence à tomber depuis mai-juin. Donc si on doit reprendre l'école le 25 janvier et que ces enfants, leurs parents auront besoin de pour aller à l'école, c'est vraiment aller au champ plutôt, ça serait vraiment un problème. Et donc maintenant, pour préparer les enfants, je pense bien que chacun doit y mettre du sien, à mon avis. Et maintenant, à Bamako, peut-être c'est plus simple, mais le niveau rural, ça serait très compliqué. Et parce que si on ne croit pas encore à la maladie à Bamako ici, et à l'intérieur, dans les Mali profonds, on n'en parle même pas. Parce que certains pensent que c'est même inventé, c'est créé, ou ceci, cela. Donc, pour préparer les enfants dans les milieux ruraux, il faut vraiment faire beaucoup de sensibilisation et de descendre sur le terrain, peut-être même de l'association des parents d'élèves, si possible. Maintenant, je pense qu'il faudra cela pour que tout le monde soit prêt et que tout le monde puisse ensemble aller vers l'école à partir du 25 janvier. Nous parlons beaucoup du coronavirus, mais on oublie aussi l'insécurité. Il y a des centaines d'écoles aussi qui sont fermées à cause de l'insécurité. Monsieur, comment pensez-vous que le gouvernement doit s'y prendre pour la réouverture de ces écoles-là? Moi-même, je reviens de Sansandeng hier soir. Je suis revenu de Sansandeng hier soir. Donc, avec beaucoup de déplacés. Donc, dans la région de Ségou, les centres du Mali, ça c'est, sans parler du nord, c'est vraiment... Peut-être c'est des zones abandonnées. Il y a des zones où il n'y a pas d'école depuis 2012. Peut-être à Bamako, ici, les gens ne vont pas croire à ça. Il y a des écoles qui sont fermées depuis 2012, d'autres depuis 2015 dans les centres du Mali. Et maintenant, l'État n'est pas présent. Et on demande aux enseignants d'aller sur le terrain. Pendant qu'il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de sous-préfet, où les préfets, les sous-préfets, les agents de la justice sont tous campés dans les chefs-lieux de région, Mopti Ségou, et on demande aux enseignants de descendre sur le terrain. Donc, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut sécuriser d'abord les lieux pour que tout le monde puisse y être avant d'exécuter son travail. Donc, je pense que la sécurité, là, dans les zones qui sont en zone d'insécurité, les zones situées en zone d'insécurité, je pense que l'État doit prendre toutes ses responsabilités et être présent afin de faire ouvrir les établissements. Monsieur Mamassire Diakité, vous êtes membre de l'association des écoles privées. La situation des écoles fermées à cause de l'insécurité dans le centre et dans le nord du pays, ça vous préoccupe? Ça me préoccupe en tant que Malien, en tant que parent d'élève, parce que imaginez un peu, mettez-vous à la place d'un parent d'élève dans ces zones-là, mais ça brise le cœur. Alors, je crois savoir qu'il y a une priorité qui se dessine. Bientôt, ce n'est pas une polémique du tout ce que je vais avancer comme argument. Bientôt, il y aura des élections. Et quand pour parler d'élections présidentielles, ça va concerner l'ensemble du territoire. Et pendant ces élections, la préparation de ces élections, le territoire va être sécurisé pour que chacun puisse exprimer sur toute l'étendue du territoire son opinion. Pourquoi ne pas faire la même chose pour les écoles? C'est ça le problème. Il est très très profond, je le sais, parce qu'actuellement, dans la plupart de ces zones, il n'y a même pas d'administration civile. Pas de préfet, peut-être s'il y a une administration civile, ça va être du niveau sanitaire. Et même là, on apprend que X ou Y médecin de telle ou telle localité a été enlevé. Donc c'est la psychose. Alors maintenant, il va falloir que l'État et ses partenaires se donnent les moyens pour prioriser au moins la réouverture de ces établissements.
Monsieur Sako, vous étant parent d'élèves, vous êtes confiant par rapport à cette situation, la réouverture souhaitée des classes dans les régions du Nord et du Centre? Bien, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Ces régions ne sont pas sécurisées et l'école ne peut pas fonctionner dans l'insécurité. Et je sais quand même, à un moment, les administrateurs avaient quitté ces zones, mais si l'information est exacte, les nouvelles autorités ont mis en place, ont nommé des administrateurs qui, à mon sens, doivent regagner rapidement leur localité pour contribuer à leur sécurisation et faire en sorte que les écoles puissent démarrer. C'est mon souhait, je pense que ce serait possible. Comme le promoteur de Gaulle l'a dit, si l'État s'implique fortement pour la sécurisation des élections, je ne vois pas pourquoi l'État ne peut pas s'impliquer pour que les écoles puissent être dans des cadres plus sécurisés. Monsieur Cissé, réagissez. Oui, c'est-à-dire, même pour les élections, je pense qu'il y a beaucoup de tapage aussi, en réalité. C'est-à-dire, par exemple, je prends juste le cercle de Ténékou, un exemple. En 2018, on avait dit qu'on a sécurisé les élections là-bas, il y a eu des élections. Mais ça fait 10 communes. Mais il y a eu élection sur les chefs, certains chefs-lieux de communes. Dans certains chefs-lieux de communes. Et ça s'arrête là. Donc imaginez quand on prend certains chefs-lieux de communes, on y organise des élections, peut-être 6 sur 10, et on dit, bon, on a organisé les élections dans les cercles de Ténékou. Dans les cercles de Ténékou, il y a eu élection, il y a les renouvellements des maires, n'a eu lieu que dans 2 communes. Djoura et Ténékou en 2016. Jusqu'à maintenant, les communes sont dirigées par les maires élus en 2009. Maintenant, on nous fait croire des choses, mais qui sur le terrain ne sont pas exactes. Donc, même les élections, je pense qu'ils vont reproduire la même chose. Ils vont juste sécuriser certains chefs-lieux de communes, et organiser les élections, et faire déplacer les préfets pendant les élections, et puis après repartir, laisser les populations elles-mêmes. Comme ça s'est passé en 2018. Pensez-vous que les prochaines dates prévues pour la réouverture des classes sera respectée, M. Mamassire Diakité? Bon, nous le souhaitons vivement. Nous le souhaitons parce que il ne faut pas également oublier que la décision du gouvernement est quand même issue d'une large consultation des spécialistes de prévention, tout ce qui concerne la maladie. Maintenant, nous allons souhaiter que d'ici là, le taux d'infection va sérieusement baisser. Et là, le gros problème qui se posera, ça va être les mesures d'accompagnement. Une autre fermeture des classes, est-ce que cela ne va pas provoquer une tension entre le gouvernement et les écoles privées? Effectivement, parce que ce n'est pas du tout souhaitable. Parce que le problème est devenu tel que je crois qu'il va falloir changer de paradigme. Autrement dit, il va falloir faire avec. Parce que l'école, c'est une vie, c'est un monde très, très animé, mais c'est quand même un milieu intellectuel avant tout. Maintenant, avec, disons, la responsabilisation des uns et des autres, parce qu'il ne s'agit pas seulement des élèves, il s'agit de tout le monde qui travaille au sein de l'école. C'est un problème personnel. Maintenant, pour les élèves, on peut effectivement porter les masques, mettre les gels, mais après, ces gels-là, on va quand même suivre le monde public. Les maires déjà, c'est pas un problème. C'est plus consommable. En tout cas, nous attendons que l'État ait des efforts. Nous accompagnons ce que les efforts puissent réouvrir les dangers. Parce qu'il ne faut pas oublier, plus le temps passe, plus on voit l'hivernage, vous savez. Nous allons revenir à vous, Monsieur Mamassire Diakité. Le réseau est un peu mauvais. Monsieur Sako, si le gouvernement décide encore de fermer les classes, sachant bien que la situation sanitaire aussi ne va pas tellement bien dans le pays, vous étant parent d'élèves, serez-vous d'accord avec cette décision? Bien sûr, nous ne pouvons que respecter la décision du corps médical qui trouve que l'école ne peut pas s'ouvrir parce que nous ne pouvons pas quand même laisser nos enfants s'exposer à une infection à grande échelle. Mais ce sont les spécialistes en la matière qui peuvent nous édifier. Donc on est obligé, si
on nous montre que l'infection est facile et courante dans le milieu scolaire et qu'on nous amène des preuves, c'est comme je le dis. Si les statistiques prouvent qu'on s'infecte plus à l'école que dans la rue, que dans les lieux de divertissement, comme les mariages ou autres, mais que les statistiques nous le prouvent. Mais moi, les statistiques encore ne me le montrent pas. Est-ce qu'on s'infecte mieux dans un milieu scolaire qui semble être mieux structuré, mieux organisé, que dans la vie courante, au marché, dans la rue? Parce que maintenant, les enfants qui ne vont pas à l'école, mais ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue, ils sont cireurs, ils sont vendeurs de bonbons, etc., sans masque, rien. Même ce matin, j'en ai vu, tout petit, j'ai dit, mais toi, tu fais quelle classe? Il dit qu'il fait la 3e année. Mais il n'a rien, il n'a aucun masque, il est dans le milieu. Est-ce qu'il n'est pas plus exposé sous cette forme que quand il est à l'école où on met les élèves, les enseignants, le personnel administratif dans les conditions de prévention de l'infection? Je crois que là, ça doit être l'objet, ça doit être vraiment l'objectif de l'État. On ouvre, mais on met les élèves, les enseignants, le personnel administratif dans les conditions idoines. La distanciation, les kits de lavage de mains, les masques, etc., etc. Je crois que là, au moins, on pourrait maîtriser le phénomène. Sans quoi, mais les enfants, ils ne sont pas à la maison. S'ils ne sont pas à la maison, ils sont où? Ils sont dans la rue. Vous sortez tout de suite, vous allez voir des enfants qui sont des cireurs, qui sont des vendeurs de bonbons ou bien de l'eau glacée. Mais ce sont des élèves, sans masque, rien. Ils sont dans le marché. Est-ce qu'ils ne sont pas plus exposés en menant cette activité que quand ils sont dans une structure scolaire mieux structurée, mieux surveillée, avec les mesures sanitaires idoines? Moi, je suppose. Monsieur Mamassire Diakité, est-ce que les écoles privées ont assez de moyens maintenant pour faire respecter les mesures barrières là dans les différents établissements? C'est exactement ce problème de moyens qui se pose. Alors, les petits moyens de lavage de mains, de port de masque, là, c'est possible. Mais à la longue, ça va être un problème de gestion parce que, je l'ai dit, le gros problème qui nous concerne, ça va être la limitation des effectifs par classe. Et là, c'est des coûts énormes. C'est des coûts extrêmement difficiles qui sont hors de notre portée. Et c'est sur cet acte-là que nous sollicitons l'appui du gouvernement, sinon le reste, là, on peut le gérer. Au vu de la situation de la rentrée scolaire de cette année et de la situation sanitaire du pays, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'année scolaire 2020-2021, M. Maïga? Nous sommes optimistes dans la mesure où les parents d'élèves, les élèves et les étudiants, il faut qu'ils reconnaissent que cette pandémie existe et qu'elle est réelle, et respecter les mesures barrières et de mieux se préparer pour la rentrée. Nous sommes optimistes dans la mesure où l'État s'assume, l'État doit s'assumer également, en mettant les enseignants dans les conditions comme il faut, en nous donnant des kits sanitaires, des masques et tout, afin que nous puissions réellement étudier et de nous sensibiliser et de nous faire sensibiliser également par rapport à cette maladie. C'est en ce moment que nous pouvons aller de l'avant, c'est en ce moment que nous pouvons étudier. Et nous sommes prêts pour les études. Monsieur Cissé, quel est votre conseil à l'endroit des élèves et étudiants du Mali aujourd'hui? Bon, à l'endroit des élèves et étudiants du Mali, je pense que d'abord, j'aurais voulu parler de l'État d'abord, qui doit vraiment, comme il parlait de l'État qui doit s'assumer, et il faut qu'il y ait une cohérence dans les décisions. Si l'État n'est pas en mesure, par exemple, de fermer les services publics, même étatiques, voilà, donc les marchés et autres, donc l'école également doit être préservée et les enfants doivent aller à l'école. Maintenant, l'État doit tout mettre en œuvre pour que les mesures barrières soient respectées, même si je pense qu'au niveau des écoles privées, ce n'est pas possible quand même de faire respecter la distanciation physique. Ça, c'est pas possible dans les classes des écoles privées parce qu'elles n'ont pas les moyens. J'y reviens là-dessus, elles n'ont pas les moyens de cette politique. Et si l'État peut les accompagner, ça serait possible. Maintenant, concernant les élèves et les étudiants du Mali, c'est
surtout l'AM qui est à côté de moi, c'est de faire tout pour vraiment s'occuper de l'école et s'occuper des enfants au lieu de se battre pour des intérêts personnels et au détriment de l'éducation de leurs frères et sœurs et d'eux-mêmes. Monsieur Diakité, êtes-vous du même avis? Oui, je partage ces avis parce que c'est peut-être l'occasion d'aller sur de nouvelles bases. Alors, nous avons connu toute la charge émotionnelle qu'on a connue l'année dernière. Alors, il ne faut pas que les vieux démons se réveillent, ni du côté du syndicat enseignant, ni du côté de l'AM. Pour nous, on est habitués à ça, ça fait des années maintenant que personne n'a entendu dire que les écoles privées imposaient un acte contraire à la marche des choses. Donc cette dynamique-là va toujours continuer. Encore faudrait-il que les décideurs qui sont nos interlocuteurs nous donnent quand même une oreille attentive à nos sollicitations. Nous arrivons au terme de cette émission. Monsieur Sako, votre mot de fin? Le mot de la fin, c'est que nous souhaitons tous une école apaisée, une école performante. Les inquiétudes ont été exprimées sur la violence dans le milieu scolaire et universitaire. Je sais qu'il y a une commission nationale qui a été mise à cet effet et qui a élaboré un plan d'action qui a été présenté au Premier ministre avec les deux ministres en charge de l'éducation. Je crois que ce plan d'action est en marche, parce que c'est ce qui avait été convenu, pour que l'AM puisse être mieux canalisée dans le sens d'une vraie association studieuse qui va s'occuper plutôt des études. Vous avez et une non minute, d'argent. M. Sako. Oui. Donc, je crois que j'ai bon espoir que la reprise puisse se faire beaucoup plus calmement, avec beaucoup plus de bonheur. Je le souhaite. Monsieur, si c'est votre mot de la fin. Bon, j'abonde dans le même sens et je souhaite que l'État prenne toutes ses responsabilités et faire en sorte qu'il y ait concordance désormais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, et qu'il y ait également assez de cohérence dans les décisions. Voilà, soit on confine les Maliens entiers, soit on laisse les gens travailler en mettant les mesures, en priorisant les mesures barrières. Monsieur Maïga, allez-y. D'abord, je voudrais rappeler les parents d'élèves que ce n'est pas pendant les maladies seulement, ce n'est pas pendant les conflits de l'AM seulement qu'il faut intervenir. Il faut intervenir à tout moment. Nous sommes les enfants de ce pays, nous ne sommes pas venus d'ailleurs. Au-delà de ça, je voudrais passer ce message à l'ensemble des élèves étudiants du Mali et leur dire que vraiment cette maladie existe et qu'elle est en train de faire des ravages et de respecter les mesures barrières. Je pense que c'est en ce moment qu'on peut aller. Monsieur Mamassire Diakité, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Bon, mon mot de la fin, d'abord, c'est la prise de conscience des uns et des autres par rapport à la situation sanitaire que vit le monde entier. Une fois que cette prise de conscience est faite, le doyen l'a dit, combien de Maliens croient à l'existence de cette maladie. Nous ne sommes pas dans ce registre-là. Il va falloir que chacun prenne conscience de l'existence de cette maladie et que des mesures soient inventées pour que les activités de l'homme en général et les activités pédagogiques quand même puissent se dérouler avec de nouvelles mesures. Auditeurs et téléspectateurs du studio Tamani, c'est ce qui boucle ce grand dialogue dont le thème portait sur l'année scolaire 2020-2021. À quoi faut-il s'attendre? Comme invité, on avait M. Modibo Galississé, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, Mamadou Sako, membre de l'Association des parents d'élèves, Daouda Sako, membre de l'Association des parents d'élèves, Mamadou Maïga, membre du bureau sortant de l'AEM, Mamassire Diakité, membre de l'Association des écoles privées, et moi c'était Mariam Koulibaly pour présenter cette émission. La coordination a été assurée par Mohamedou Touré. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.